pouvoir accueillir maintenant Chloé Latour qui va animer le prochain temps et qui reviendra dans l'après-midi. Et on l'accueille avec grand plaisir. C'est un plaisir et un honneur. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien ? Je suis très touchée de cette invitation. Merci infiniment de m'avoir proposé cette opportunité de partager nos expériences et de réfléchir en collectif sur cette question cruciale, particulièrement par les temps qui courent. La commande pour cette intervention, son titre, c'était « Retour d'expérience démocratique de l'Université des terrestres sur la base des travaux de Bruno Latour ». Un retour d'expérience sur les travaux de recherche-action qu'on a menés, en faisant le lien avec la pratique démocratique. Et on pourrait aussi imaginer des exercices de mise en posture que vous pratiquez. Ok. Donc, voilà, c'est la commande que je me suis donnée. Moi, en général, je fais plutôt des ateliers que des conférences. Donc, c'est un peu expérimental cet après-midi. Depuis ce matin, donc on est en réalité partis en enquête collective, hein, vraiment là, tous ensemble. Et merci beaucoup pour ces interventions de ce matin, très riches, sur ce qui peut outiller la démocratie. Et donc, on ressent tous là qu'elle devient presque un peu comme une espèce en voie de disparition, un petit peu, ou en tout cas une espèce en danger. On pourrait presque avoir une relation comme ça à elle. Et qu'il faudrait se mobiliser avec fougue pour la protéger, quoi, pour se mobiliser. Et ça oblige à porter son attention, et là je me sens vraiment très en résonance avec l'intitulé de cette journée, qui est quand même très spécifique, et je vous en remercie, « Outiller la démocratie ». Donc ce n'est pas une journée sur la démocratie, c'est « outiller la démocratie ». Et alors ce titre, évidemment, il suppose beaucoup de choses, qu'on peut s'outiller, ce qui n'est pas évident comme ça. On peut apprendre, on peut développer des compétences, et ça porte notre attention collective sur les médiations, sur les dispositifs, sur les protocoles, sur les conditions matérielles très concrètes dans lesquelles on s'assemble, et sur cette condition matérielle des processus démocratiques eux-mêmes. Et donc ça porte un peu l'attention sur le fait qu'une démocratie, ça se fabrique. Et ce mot, ça se fabrique, il n'est pas non plus si évident que ça, et nos intervenants ce matin pourront donner vraiment beaucoup d'éclairage encore enrichissement de ça pourrait être très différent. Et donc, outiller une démocratie qui se fabrique, en même temps, ça a un grand avantage de penser les choses comme ça, comme une démocratie qui se fabrique, c'est qu'on peut hériter de certains outillages, et peut-être on hérite de certains outillages, on peut trier peut-être dans cet héritage dont on hérite. Et ce matin, cette tradition d'outillage a commencé par l'histoire, par exemple, à nous donner une approche, c'est de savoir de quoi elle dépend, comment elle est fabriquée. Et si elle a été fabriquée d'une certaine façon, et à un moment donné de l'histoire, et comment, on peut du coup changer de manière... et on peut changer l'outillage, ce qui est quand même assez, je trouve, réjouissant comme approche. Pourquoi est-ce qu'il faudrait outiller la démocratie et l'outiller différemment ? Parce qu'après tout, on pourrait dire, pourquoi maintenant ? On en a un peu évidemment parlé ce matin, on est tous sensibles à ça, mais on est dans un moment où on n'a pas du tout les institutions capables de nous outiller pour faire face aux immenses transformations de nos modes de vie que nous demande le changement climatique. Et ce que mon père, donc le philosophe Bruno Latour, appelait le nouveau régime climatique. Notre outillage démocratique, là, il est secoué, il est à renouveler. Alors, il est encore plus mis en danger par rapport à l'éclairage qu'on avait ce matin. En tout cas, on n'a pas tous la même perception peut-être dans cette salle, mais en tout cas, à minima, on sent qu'il est très bousculé, comme le montrent un peu aussi nos surprises parfois un peu naïves, quand soudain des personnalités comme Trump, comme Poutine, ou d'autres tristes cires plus français, leur donnent des coups de butoir allègrement, et qu'on découvre avec stupéfaction qu'elle est mise à mal, elle peut être mise à mal, et qu'en fait c'est beaucoup plus fragile que ce qu'on pensait, que ce qu'on croyait, et qu'en fait, il faut qu'on regarde de très très près de quoi elle dépend, et comment la cultiver, et comment l'outiller, d'où cette journée de travail. Donc, moi, je vais
pas tout à fait continuer dans le sillage du monde de la recherche. Voilà, on a eu un éclairage ce matin, on pourrait en avoir plein d'autres dans le monde universitaire qui travaillent sur ces questions. Et moi, c'est pas ma compétence. L'idée, c'est plutôt là de vous partager un certain nombre d'expérimentations, de recherche-action qu'on fait dans les projets qu'on mène. Ce projet d'université des terrestres, et quel type d'outillage démocratique, on pourrait dire. On essaie de mettre en place dans le sillage de ces pistes de recherche qui ont été lancées par mon père avant sa mort. Donc peut-être juste pour me situer un peu, moi. Donc moi, je suis avocate, je suis metteur en scène. Je viens plutôt d'une famille de théâtre de création, de théâtre corporel. Je suis dans les projets maintenant qu'on fait plutôt en accompagnement à l'enquête citoyenne, donc un peu à la médiation. On pourrait inventer un métier de médiation artistique en relation d'aide écologique. Je ne sais pas trop comment le nommer. Et donc, je co-dirige il faut que je fasse ça aussi en même temps. Je co-dirige une association Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle S-Composition, Université des terrestres, avec le metteur en scène Jean-Pierre Sévos et compositeur. Et on développe ce projet d'Université des terrestres. Je vais vous raconter un peu comment il est né pour le situer. Donc, on fait des créations artistiques qui maintenant sont toutes très liées à nos autres projets d'Université des terrestres. Il y a ce projet d'Université des terrestres que je vais vous décrire un peu. Et on a fondé un lieu en Isère qui s'appelle la Maison Atelier, qui est un lieu d'expérimentation situé dans le Trièves, pour ceux qui connaissent éventuellement au-dessus de Grenoble. Ce qui rassemble ma pratique d'avocat et ma pratique de théâtre, quelque part de metteur en scène, c'est un peu mon intérêt pour le passage à l'action. Qu'est-ce qui fait, quand on est un acteur, quand on fait de la mise en scène, on travaille à qu'est-ce qui rend quelqu'un acteur. Et quand on est avocat, par exemple pénaliste, comme j'ai pu le pratiquer, le passage à l'acte, c'est quelque chose d'assez concret, et ça peut aller très loin. Mais il y a toujours cette question qui me mue. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte? Qu'est-ce qui nous meut, nous émeut, et nous fait passer à l'action? Dans le mot émotion, il y a le mot motion, et de passage à l'action. Donc moi, c'est plutôt dans ce champ-là que je me situe, que j'ai rejoint toutes les aventures de recherche collective qu'avait lancé mon père. Donc comme l'idée, c'est pas trop de faire une conférence, là ce que je me suis donné un peu comme mission, c'est de faire une 30aine de minutes, de vous partager un peu les hypothèses sur lesquelles on s'appuie, partager la philosophie de mon père, parce qu'elle imprègne quand même beaucoup les dispositifs et outillages qu'on essaye de pratiquer. Ensuite, de faire en une 20-25 minutes, d'expérimenter un peu des exercices d'entraînement pour que vous voyez un petit peu quel type d'exercice on peut faire. Et cet outillage, normalement, là, à ce moment-là, pourra vous servir ensuite dans la deuxième partie d'après-midi. Et si on arrive à faire ces deux choses dans des temps, on pourra avoir un temps d'échange, j'espère, ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces projets, et donc je vais avoir du mal à être exhaustive sur tout, et ce sera plus concret en rebond avec vos questions. Donc, rapidement, on s'appuie sur ce projet d'Université des terrestres. Donc, c'est un certain nombre de chantiers de recherche, action. Donc, c'est une enquête en cours, en fait. On peut dire, il n'y a rien de figé, elle est tout le temps en mouvement. Mon père est mort il y a 3 ans, et peut-être que c'est utile juste de poser un tout petit peu un peu les travaux de mon père, puisque tout le monde ne le connaît pas forcément dans son parcours. Un des points de départ de ses travaux, c'est qu'il est parti comme un jeune agrégé de philosophie, en coopération, comme ça se faisait à l'époque, à Abidjan en 1973. Il se retrouve en Côte d'Ivoire et il reçoit une commande de l'Orstom, oui, l'Institut de recherche pour le développement, qui lui confie une étude pour essayer que les entreprises françaises s'implantent plus et emploient plus de personnes locales à Abidjan. Et l'intitulé de la commande, c'est de faire une recherche sur l'incompétence des Ivoiriens. La soi-disant incompétence des Ivoiriens, qui n'arrivent pas à s'intégrer dans l'entreprise, etc. Et donc là, c'était le point de départ un peu d'un choc, de se dire, mais comment, déjà, la manière de poser la question, et les interprétations, les préjugés de pourquoi est-ce que ces personnes-là n'arrivaient pas à rentrer dans la logique de l'entreprise, etc. Et ça l'a mis sur la piste d'une immense enquête, en fait, qui a duré toute sa vie, finalement, sur la manière dont les modernes, on pourrait dire, et je vais essayer de préciser ce qu'ils mettaient dedans, s'appuyaient sur la rationalité, on va dire,
Parce qu'en fait, quand ils demandaient « mais pourquoi vous dites l'incompétence exactement ?» ils disaient ils n'ont pas l'esprit scientifique. Et donc cette ligne de partage entre ceux qui ont l'esprit scientifique et qui ont la rationalité, les autres qui seraient dans les croyances, des tas de choses subjectives, ils n'ont pas accès, comme une sorte d'essence de base, on n'a pas accès à l'intérêt scientifique, à l'esprit scientifique. Donc ça l'a énormément interrogé sur comment est-ce qu'on pourrait respecter profondément les sciences et la manière dont elles se constituent, et en même temps ne pas tomber dans cette espèce de disqualification, d'asymétrie immense et de ligne de partage entre ceux qui auraient l'esprit scientifique et les autres. Donc pour continuer cette enquête, il est parti à San Diego, en Californie, en 1975, pour observer le fonctionnement et les pratiques d'un laboratoire. C'était le laboratoire de Roger Guillemin. C'est un laboratoire de neuroendocrinologie au Salk Institute. Donc c'est vraiment le temple du labo de pointe aux États-Unis à l'époque. C'est là vraiment, on pouvait vraiment, c'est la science. Et Roger Guillemin, il a eu le prix Nobel ensuite pour ses découvertes, et donc ça a fait pas mal d'écho ensuite, cette enquête. En fait, il a très simplement repris des outils d'ethnologie et d'anthropologie à laquelle il commençait à se familiariser, et essayé de l'appliquer, plutôt que de l'appliquer comme c'était plutôt habituel à l'époque en ethnologie ou en anthropologie, dans des sociétés lointaines ou des collectifs lointains, de l'appliquer à un grand laboratoire de sciences de pointe, et de voir qu'est-ce que ça va donner. Et donc cette posture, quelque part, ce geste, il n'était pas le seul à le faire, il y a eu d'autres qui le faisaient au même moment, c'était une grosse ébullition dans les années 75 aux États-Unis. C'est ce qu'on a appelé des ethnographies de laboratoire, donc des enquêtes de laboratoire pour voir comment ça se fabrique, comment les sciences se fabriquent, qu'est-ce que c'est cette science en action, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient vraiment de la science robuste avec des faits, comment on constitue les faits, comment les faits sont faits, comment on peut s'appuyer pleinement dessus, et en même temps en suivant vraiment le process de ça. Rentre aussi dans ce moment aux États-Unis de grande ébullition, de remise en cause des asymétries. On est proche aussi des années 70, des liens entre les hommes et les femmes, des mœurs, et donc politiquement aussi de tout ce que ça pouvait remettre en question, d'ébullition intellectuelle aussi, et de tout un champ aussi qu'il a découvert, qu'on appelle l'école de Chicago, qui est toute une école de ce qu'on appelle donc les pragmatiques, qui sont donc une école de philosophie de famille. Je découvre que je fais un peu partie de cette famille, donc je les découvre en ce moment beaucoup. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Et quel lien ça a avec outiller la démocratie ? Parce qu'en fait, il s'est nourri de cette famille de pensée-là, qui est une tradition en fait très différente de la tradition française. Et donc, en son retour en France, il s'est senti un petit peu esseulé au milieu d'une autre tradition complètement. Et il s'est fait accueillir au Centre de sociologie de l'innovation à l'École des Mines. Je crois que l'année dernière, vous aviez fait vos rencontres à l'École des Mines. Et ils ont créé avec Michel Callon, Madeleine Alcriche, Antoine Aignon, tout un champ disciplinaire nouveau qu'on a appelé les Science Studies, Science and Technology Studies, qui est maintenant un peu un classique depuis 50 ans, mais qui sont une nouvelle sorte d'autres disciplines Et ça a des implications très fortes dans cette sociologie des sciences, cette anthropologie des sciences, cette manière de voir les sciences. Ça a beaucoup d'échos, j'espère vous le montrer après, sur la manière de voir la politique aussi, et le rôle joué par les sciences dans une démocratie aussi. Et donc en suivant ce travail des laboratoires et des scientifiques, la question du changement climatique est devenue plus que criante, l'ont énormément alerté, et cette difficulté à absorber les nouvelles qui venaient de ce champ-là aussi, et à les transformer en politique, et l'insensibilité absolue dans laquelle on se trouvait collectivement pour réagir à ces nouvelles, comment de ne pas en être affecté, et de comment absorber ça politiquement aussi. Donc il a créé, en 2004, il a écrit un livre qui s'appelle « Politique de la nature » ou « Comment faire entrer les sciences en démocratie ». Comment combler ce fossé-là, apparemment infranchissable, en fait, qui sépare les sciences, d'un côté, qui sont chargées de comprendre la nature, et puis la politique, de l'autre côté, qui serait chargée de régler la vie sociale, les intérêts, les passions. Et cette séparation, elle a plein de conséquences qui deviennent de plus en plus catastrophiques presque, et
compliqué. Et donc il a tenté d'imaginer d'autres types de parlements, d'autres manières de faire collaborer ces mondes-là, qui peuvent, pour que ça puisse se parler, s'articuler, nourrir la discussion collective ensemble. Donc en 2006, il a décidé d'aller à Sciences Po Paris pour devenir le directeur scientifique de l'institution, pour voir si ça pourrait enrichir ceux qui étaient censés, disons, faire de la politique après, dans cette institution-là, qui est un peu l'institution de Sciences Po, machin, et de proposer des maquettes pédagogiques dans lesquelles on fait aussi des sciences en parallèle, et de dire c'est utile pour ensuite le parcours que vous aurez d'avoir une culture scientifique spécifique. Entre parenthèses, maintenant, c'est entièrement remis en question depuis sa mort. Ils sont en train de détricoter toutes les maquettes pédagogiques. En disant, mais je ne vois absolument pas pourquoi des gens qui font Sciences Po devraient s'intéresser aux sciences. Ce n'est pas le boulot des... Bon. Et il initie plusieurs expérimentations en lien avec les arts, aussi pour cette raison de comprendre pourquoi on est dans un tel état d'insensibilité. Et là, c'est vraiment sur les affects, nos affects très concrets. Et malgré les alertes, et de comprendre pourquoi on est si apathique et impuissant là-dessus. Donc on a commencé à faire pas mal d'expériences collectives. Il a fait des expositions pas mal d'expositions pour essayer de faire des expériences de pensée en collectif sur ces questions. On a fait un chantier de création théâtrale. Vous parliez du théâtre ce matin, ça faisait vraiment écho dans cette recherche, qui s'appelait Gaia Global Circus, où on a rencontré beaucoup de climatologues, de scientifiques, que j'ai mis en scène avec Frédérica Itoati, qui est historienne des sciences et metteur en scène. Mais cette expérience de théâtre avait quand même assez peu d'effet sur la vie de la cité, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est devenu un spectacle, on a fait un bord plateau, on a passé le micro, les gens nous ont dit « mais alors c'est quoi les solutions que vous préconisez ?» Puis voilà. Donc on s'est mis à remettre quel pourrait être l'outillage, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Donc mon père, lui, il est parti vers des conférences, spectacles qu'ils ont fait. Alors oui, pardon, j'ai sauté cette étape. Il a créé donc une école à Sciences Po qui s'appelait l'École des Arts Politiques, qui n'existe plus maintenant. Et imaginez en 2015, par exemple, pour vous donner un exemple de projet, une expérimentation avec ses élèves, ça s'appelait Make It Work, qui était en amont de la COP 21. Pour essayer d'expérimenter qu'est-ce qui se passerait dans les négociations internationales si on pouvait prendre en compte d'autres types d'entités, d'aides, de porte-parole, ce qu'on dit donc dans ces philosophies-là non humaines. Est-ce que ça changerait les négociations, le résultat de ces négociations? Est-ce que ça nous amènerait à absorber un petit peu plus ces questions écologiques dans les négociations internationales? Donc ça a été une grosse expérimentation. Donc c'est un peu cette question d'imaginer des nouveaux parlements. Il y avait cette notion de parlement des choses. Qu'est-ce que ça pourrait être ces nouvelles assemblées-là? Et donc peut-être vous connaissez les démarches qui ont commencé à donner un statut juridique aux fleuves. Il y a en ce moment beaucoup d'innovations juridiques de ce plan. Tout à l'heure, on va avoir une intervention sur ces innovations juridiques. Le Parlement de Loire, parfois on connaît un peu plus le Parlement de Loire, s'est inspiré aussi beaucoup de ces travaux-là. Et puis, en 2017, il y a eu donc il est parti dans des conférences spectacles, et il y a eu l'élection de Trump, la première, qui l'a profondément effrayé, on peut dire, bouleversé. Ça a été un point de bascule aussi pour lui. Et donc, il a écrit un livre en 2017 qui s'appelle plus les Gilets jaunes, plus ce qui se passait à ce moment-là, qui s'appelle « Où atterrir ? Comment s'orienter en politique ?» Et donc, on a monté un projet de recherche-action autour des hypothèses du livre, avec un financement du ministère de la Transition écologique de l'époque, pour essayer de voir si on pourrait expérimenter les hypothèses du livre et inventer des exercices de pratique et d'outillage. Et est-ce que ça générait quelque chose d'utile qui nous redonnerait des puissances d'agir et qui renouvellerait un peu notre manière de voir la politique et comment absorber ces questions. Il y a mis ses dernières forces puisqu'il était très malade à ce moment-là aussi. Donc ça a été une aventure assez intense, mais qui a généré suffisamment de choses pour nous faire nous-mêmes, dans notre compagnie, bifurquer dans notre parcours et faire que maintenant on est vraiment attelé à ces projets qui continuent à essaimer. Donc on en fait des communs et toute une trajectoire. Ça nous a amené à expérimenter un peu la puissance des outillages qui mêlent à la fois les arts, les sciences, et là je dis bien les sciences, puisqu'on peut mettre plein de choses dans les sciences, il y en a beaucoup, et les politiques
et une approche politique qui nous équipe et nous fait monter en compétences et d'aller chercher des ressources dans différents champs disciplinaires qui d'habitude ne se rencontrent pas. Et vraiment aller creuser, à la recherche d'outils, vraiment, et de voir si on peut les pratiquer dans d'autres contextes parfois que ceux à laquelle ils étaient mobilisés. Il y a ce projet d'université des terrestres, il est basé sur 4 démarches, donc je vais essayer de les décrire assez rapidement, mais ensuite dans la suite de vous donner des exemples concrets un peu de quel type de projet ça peut générer. C'est recherche-action en synthèse. Donc il y a le projet Où atterrir, donc qui est ce projet de description, d'arriver à... Est-ce qu'on arriverait à décrire nos terrains de subsistance, nos terrains de dépendance, ce dont on dépend chacun, et de décrire ces nouveaux territoires qui seraient définis non pas comme des territoires géographiques, administratifs, cadastrales, mais comme des terrains de dépendance. Et donc évidemment les ramifications de ce dont on dépend, elles peuvent être assez complexes, elles vont assez loin et elles n'ont plus du tout la même géographie, configuration qu'une carte ou un territoire classique cadastral. Mais on en reparlera de manière plus détaillée. La cartographie des controverses, c'est un enseignement que mon père avait commencé à développer à l'école des mines. Ça s'appelait l'analyse des sciences et des techniques par la cartographie des controverses. Donc c'est tout un outillage plutôt d'enquête quand il y a des conflits et des controverses sur quel type d'acteurs, dans quelles arènes, quels sont les modes de preuve, comment les uns et les autres s'adressent. Donc là, il y a plein d'exercices de simulation de controverses que moi j'ai pas mal pratiqué puisqu'il mêlait aussi ces projets d'art oratoire. Je vous donnerai un exemple de cartographie des controverses. Et l'idée, c'est comment est-ce que ces processus-là peuvent sortir de certaines écoles ou certains endroits et devenir plutôt des exercices d'éducation populaire et d'outillage accessibles à tous. Ce qui est une ingénierie parce qu'il faut fabriquer ces exercices. La pédagogie de la création partagée, c'est tout l'ADN en fait, de la compagnie antérieure, c'était de faire des projets de création avec des personnes sur un territoire, sur souvent des résidences longues de 2-3 ans, et de réfléchir à des sujets de société ensemble en créant une œuvre ensuite avec les personnes et par les personnes, et de donner la voix à ce que chacun a envie de dire et de composer collectivement aussi une œuvre ensemble. Ça, c'est des manières de faire, des manières de créer en collectif, des manières d'écoute. Et donc, on en a fait une pédagogie de la création partagée qui a ses spécificités. Et puis, la géopathie, pardon, je vais un petit peu rapidement, et sur chacune, on pourrait développer. La géopathie est plutôt... J'avais des petites images, peut-être c'est plus concret, où atterrir. Cartographie de controverses, pédagogie de la création partagée. Pardon. La géopathie, ça se base plutôt sur tout ce qui est des apprentissages de terrain et d'observation de ces sciences qu'on appelle les sciences de la zone critique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces sciences-là, donc les sciences de la Terre, qui étudient la fine pellicule de la partie habitable de la Terre depuis 2000. C'est un champ disciplinaire de sciences de la Terre où ils ont des observatoires dans des bassins versants dans le monde entier et d'endroits équipés où ils étudient toutes les interactions de cette fine pellicule qui nous concerne tous puisqu'elle crée notre habitat et elle crée notre milieu de vie. Et on est en train de faire plein de découvertes dans ces sciences-là, très pluridisciplinaires, et qui donnent aussi un mouvement de découverte à nouveau, plutôt que d'aller sur Mars ou je ne sais pas où, on est en train de... Et dont on dépend, puisqu'on dépend énormément de cette fine pellicule. Donc c'est des exercices qui mêlent des artistes, des scientifiques, des habitants, des agriculteurs, de plein de professions, où on essaye d'inventer des exercices ensemble pour pouvoir pratiquer et absorber ces nouvelles sciences de la Terre. En quoi ces 4 démarches-là, que je vous décris un peu à grands traits comme ça, sont des outillages pour la démocratie pour nous, parce que pour nous, elles développent, avec leur spécificité, chacune, ce qu'on nomme, nous, donc pour le moment en tout cas, ce que mon père appelait des compétences d'habitabilité. Donc des compétences pour pouvoir enquêter en collectif pour rendre cette terre habitable. De quoi dépend l'habitabilité
de notre milieu de vie et de la Terre, ce qui rend notre Terre habitable. Si on parle de ça, ça suppose un peu, comme je disais en introduction, que pour conserver l'habitabilité de la Terre, c'est pas une chose garantie, et donc il faut s'y pencher, il faut s'en préoccuper de savoir de quoi elle dépend. Pour la conserver, ça devient un job, et évidemment, ça devient le job de la politique par excellence, pour le coup, puisque c'est notre socle, quelque part, l'habitat dans lequel on est. Ça pourrait évidemment se faire en dehors des démocraties. On pourrait dire ça pourrait être une tâche aussi en dehors de l'outillage démocratique. En quoi c'est spécifiquement un outillage démocratique? Oui, mais c'est vrai qu'on voit que quand même en ce moment, des pratiques non démocratiques sont quand même très liées aussi à des pratiques extractivistes très très fortes. Et donc il y a quand même un lien assez fort entre une certaine manière de voir un régime autoritaire et une certaine manière de voir la manière d'habiter le monde et de s'occuper des ressources. Ça ne dédouane pas évidemment les démocraties. Enfin, si on considère que c'est des démocraties, malgré votre définition de ce matin, mais enfin, les démocraties elles-mêmes sont aussi responsables énormément de la situation climatique, donc on ne peut pas dire que ce serait que les régimes autoritaires qui auraient des conséquences climatiques, ça serait évidemment faux. On n'est pas du tout dans cette situation-là. Mais néanmoins, si on voulait quand même essayer de nous transformer nos modes de vie dans une certaine justice sociale, en ayant le choix à peu près dans un régime de liberté, eh bien, on préférerait le faire par un outillage démocratique. En tout cas, c'est mon inspiration et mon espoir, quoi. L'habitabilité, elle se fabrique et elle se co-fabrique. Donc là, c'est ce que les sciences de la Terre nous montrent. Et c'est possible de s'équiper par rapport à ces compétences d'habitabilité. Et là, on en fait l'expérience très concrète. J'espère que je partagerai suffisamment pour que vous en soyez sensibles à ça. Et on peut partir en enquête collective sur ce qui rend la Terre habitable ensemble. Et si on considère que la démocratie, c'est une condition d'habitabilité, ce qui serait une autre manière aussi de voir la question, il faut partir en enquête pour comprendre ce qui la constitue, ce qui la maintient et ce qui l'outille. Alors, c'est quoi ces fameuses compétences d'habitabilité ? Ouais, tu as raison. Qui permettrait d'outiller la démocratie. Je vais essayer de prendre des exemples concrets aussi dans nos projets pour que vous jugiez ou pas, et on peut en discuter sur est-ce que ça a vraiment des effets démocratiques ou pas. Est-ce que pour vous, ça rentre dans ce champ ou pas du tout, pour en débattre. Le premier groupe, pour le moment, c'est Work in Progress ensemble. Le premier groupe de compétences d'habitabilité qu'on repère, en tout cas nous, dans nos projets, c'est ce qu'on appelait des fondamentaux un peu, c'est des compétences d'écoute, de description, d'aptitude à la description, d'équilibre relationnel, émotionnel. Les émotions, évidemment, là c'est mon champ un peu plus, elles sont cruciales dans ces affaires-là. Moi je viens, donc je disais, du théâtre de création, théâtre corporel. On sait que dans les démocraties, ça peut basculer assez vite quand on plonge dans les passions tristes et où est-ce qu'elles nous mènent. Par contre, travailler les émotions, on en a souvent très peur, ça devient au contraire extrêmement fécond. Quand elles retrouvent leur place, quand elles sont écoutées, protocolisées, quand ça devient des outils de discernement, quand ça devient des outils d'enquête. Donc on a développé dans Où atterrir beaucoup d'outils de boussole émotionnelle, d'utiliser le terreau émotionnel pour savoir ce qu'il y a dedans comme capacité d'agir et comme discernement. Et je voulais juste partager par exemple un exemple vous connaissez peut-être Vinciane Després, qui est psychologue et philosophe. Et elle était venue dans le projet, elle avait partagé une chose qui m'avait beaucoup frappée. Elle parlait de certains collectifs qui mobilisent certaines émotions dans leurs assemblées pour pouvoir s'écouter mieux et faire de la politique ensemble d'une manière plus fluide. Donc elle citait les cérémonies de dénouement des îles Salomon. Et donc c'était plutôt des émotions assez proches de la tristesse pour nous, qui mettaient tout le monde dans un état d'écoute différent. Ça, évidemment, ça paraît un peu abstrait quand on est comme ça. Je ne sais pas comment vous recevez ça. Moi, venue du théâtre, c'est très concret. Ça veut dire qu'on peut mobiliser des émotions spécifiques en fonction des types de relations qu'on veut. Et que ça, c'est un outillage qu'on n'a pas d'habitude. C'est un monde... on n'a pas du tout cette éducation-là, ni rien. Donc c'était juste pour donner un exemple d'une émotion qui permet de former des assemblées avec une écoute différente, par exemple. Et un exemple, juste pour dire dans les ateliers Où atterrir, sur les émotions, pour vous donner
pour moi qui a des conséquences démocratiques. Dans les ateliers du projet pilote, c'était un collectif très mélangé avec beaucoup d'agriculteurs, des personnes véganes, des éleveurs. Donc il y a des tensions qui chauffaient assez vite dans le processus. Donc c'était très protocolisé, ces ateliers. C'est un peu le contraire d'une expression spontanée. Donc c'est là où c'est des outillages, au sens de vraiment assumer l'outillage des protocoles à fond. Et par exemple, ce couple d'éleveurs, donc Pascal Germont et Mireille Germont, nous partageaient leur ferme de polyélevage. Et lui, par exemple, il était à la FNSEA, il était venu dans le projet pour que les bobos écolos arrêtent de dire n'importe quoi. Et donc, il est venu avec un objectif très très clair. Voilà. Et dans un état émotionnel extrêmement fort, puisque lui, à chaque fois que on parlait à la radio d'arrêter, dès qu'il parlait avec un végétarien et qu'on parlait d'arrêter de manger de la viande, ses conditions de subsistance étaient effectivement menacées. Et il rentrait dans des états, évidemment, et à juste titre dans ce qu'il disait. Donc ces protocoles de Ouattiri ont la particularité de faire que chacun, son tour, décrit de quoi il dépend et a fait une autodescription de ses interdépendances. Donc chaque personne se retrouve dans la place réellement de description. Donc, et les autres, en collectif, peuvent rentrer dans cette boussole qui est créée, que je décrirai, dont on pourra parler, mais on n'aura pas trop le temps de rentrer là-dedans. Donc lui, à chaque fois qu'il mettait en menace, en entité menace, il mettait les écolos. On a inventé du coup un protocole quand il a pu faire sa description entière des interdépendances. Il était extrêmement soucieux de ce que ça pouvait générer. Et donc ce protocole des émotions, qui j'espère vous paraîtra pas trop abstrait sans le faire, mais l'ensemble du collectif qui était constitué a décrit de manière très très précise qu'est-ce qui le mettait en colère là-dedans, qu'est-ce qui lui faisait peur là-dedans, qu'est-ce qui le rendait triste là-dedans et qu'est-ce qui le mettait en joie là-dedans. Et en fait, ces 4 émotions n'ont rien à voir, elles ne définissent absolument pas les mêmes contenus. Ça leur a permis en fait de décrire de manière extrêmement précise à chacun ce qui vraiment les mettait en colère ou ce qui leur faisait peur. Et en fait, ça a créé ça a ouvert une sorte d'espace diplomatique très fin et très riche sur les 50 partages pour qu'ils puissent entendre des tas d'éléments ou sinon la discussion était complètement bloquée comme au départ, où en fait c'était des invectives, des insultes, ou carrément de place parler des deux côtés, parce qu'il y avait des radicaux écolos extrêmement radicaux qui ne voulaient pas entendre parler en disant jamais je ne parlerai à un éleveur, etc. Bon, c'est juste pour donner un petit exemple Pour moi, il y avait un outillage extrêmement diplomatique dans ce moment-là, par exemple. Le deuxième groupe de compétences qu'on essaye de décrire, qu'on a nommé, c'est l'aptitude à mener l'enquête, du coup. Cette notion-là, elle est centrale pour nous. Elle est en lien direct avec les philosophies pragmatiques dont je parlais, notamment la philosophie politique de quelqu'un qui s'appelle John Dewey, que vous connaissez peut-être, qui est un philosophe américain, qui lui considère que la base de la démocratie, alors c'est une version, mais à laquelle ce qu'on expérimente et qui se révèle très féconde, c'est que c'est parce que les citoyens ont une aptitude à mener l'enquête, donc de ne pas prédéfinir, de ne pas se laisser enfermer sur la manière de poser les questions, de ne pas prédéfinir à l'avance les thèmes. On va réunir tous les citoyens, donc les consultations dont on parlait, c'est vraiment la blague de ça, c'est-à-dire tout le monde vient avec une certaine manière de poser la question, et bizarrement, soit il n'y a personne, soit personne n'a rien à dire à ce moment-là. Mais au contraire, d'essayer de faire en sorte que les citoyens soient équipés pour mener l'enquête sur ce qui les concerne, qui peuvent faire remonter des problèmes et assembler autour de ces problèmes. Mais ces problèmes, il faut les fabriquer. C'est pas qu'il y a des problèmes forcément. Comment rendre un problème public, ça devient un art pas si facile que ça. Mon père disait pour qu'il y ait des collectifs, il faut qu'il y ait des collecteurs. C'est qui les collecteurs, par exemple? Et donc faire émerger des publics concernés autour de ces problèmes, ça se résout. Après, ça s'institutionnalise. Puis on recommence le process. C'est en mouvement dans cette philosophie-là. C'est tout le temps en mouvement et ça se remet sur le métier du tissage constamment. Ça, c'est un petit peu écho avec ce qu'on disait ce matin. Il n'y a pas l'intérêt général qui est là, parce qu'on serait sorti d'une grande école ou d'un diplôme, et tout d'un coup, plouf, on a l'intérêt général, mais plutôt comme quelque chose qui se constitue et qui se fabrique constamment. Cette aptitude-là, du coup, ça devient crucial
comment on est équipé pour pouvoir mener l'enquête. Parce qu'en fait, ce n'est pas non plus si évident que ça. Et qu'est-ce qu'on entend par enquête ? Donc, elle doit se nourrir de chercher dans toutes les disciplines qui pratiquent l'enquête. Il y en a dans les sciences humaines, il y en a en ethnologie, en anthropologie, il y en a dans le monde des sciences, il y en a probablement dans d'autres domaines encore qu'on n'a pas dans la création artistique. Il y a énormément de recherche également, dans l'observation, dans les sciences de la Terre. Et donc, où atterrir, le but, c'est d'arriver à équiper ces citoyens à repérer, formuler, clarifier ce sur quoi ils se sentent concernés, parce que déjà, c'est pas si évident que ça de le formuler, de savoir de quoi, et sur quoi je suis prêt à agir et à me battre surtout. Il y a un gap. Et d'équiper les citoyens à mener l'enquête sur ce concernement et d'écrire ces chaînes d'interdépendance, comme je le disais. Juste pour illustrer un peu qu'est-ce que ça veut dire concrètement, par exemple, dans la cartographie des controverses, on essaye en ce moment dans le Trièves, on a mené une enquête depuis 1 an avec un collectif de citoyens qui se sont donc auto-appelés citoyens enquêteurs maintenant, qui enquêtent sur leur concernement sur l'eau dans le Trièves. Il y a eu une sécheresse en 2022 très importante, comme dans pas mal d'endroits. C'est un concernement qui devient très fort. Et donc, ce collectif de citoyens clarifie d'abord et formule leur propre concernement, ce qui prend un petit temps, puis mène l'enquête sur ce concernement et sur ce dont dépend leur concernement et ce qu'ils ont commencé à faire émerger comme interdépendance. Et eux-mêmes vont ensuite poser les questions, mener les entretiens, ce qui fait du coup découvrir d'autres types de questionnements, d'autres manières de poser la question, etc. Cette enquête-là, du coup, là il y a à peu près 25 entretiens du coup et de personnes. Comment maintenant on assemble toutes ces personnes concernées ? On est en train d'essayer de faire des agoras de l'eau autour de ces questions-là. Mais ça génère complètement une autre dynamique, une autre énergie, et ça commence à cartographier des manières de poser la question et des problèmes et des collectifs de concernement autour de problèmes que, en fait, aucun acteur n'avait tout seul, évidemment. Enfin, pas évidemment, mais en tout cas, c'est là par rapport à la question des experts ce matin, c'est complètement une autre manière de l'intérieur du territoire de voir la question. Voilà, par exemple, ça commence à faire émerger des propositions un peu aussi de politique publique et de demandes, de doléances précises qui pourraient être mises en place, par exemple, juste rapidement par exemple dans les PLU, on n'a pas le droit normalement de récolter l'eau de pluie, parce que le problème c'est que l'eau dans les maisons, elle fait payer le coût la mairie, le coût de l'eau vient du compteur d'eau. Et donc, il n'y a pas de compteur d'eau pour l'eau de pluie. Et donc, la mairie se tire une balle dans le pied si elle soutient quelque part la récupération d'eau de pluie. Bon, comment on pourrait faire autrement ? On pourrait, par exemple, mettre un compteur à la sortie plutôt qu'à l'entrée. Bon, c'est des petites choses comme ça qui, en fait, changent complètement les finances de la mairie. Donc là, on est en train de travailler sur ces questions et ça a émergé de l'enquête, quoi. Troisième groupe de compétences qu'on a nommé, et qui est un peu crucial, mais c'est expérimental aussi. On le nomme comme ça parce que pour nous, c'est assez concret, on le voit dans les projets. C'est la capacité à composer un monde commun. Ça suppose... Alors, bon, Jean-Pierre Sévos, il est compositeur, et donc la composition, on prend très au sérieux, c'est vraiment des arts de la composition avec des exercices. Mais ça suppose aussi, de manière plus transposée, philosophique aussi, de ne pas préjuger trop vite de ce qui va faire taire les désaccords, et ce qui va nous réunir, et ce qui va faire monde commun. Donc, de pas considérer que la science universelle avec un grand S va nous départager. Donc on a un problème et puis on va faire venir des experts scientifiques, on va nous dire et alors ? Et on fait quoi ? Ah non, ça marche pas, tiens, c'est le Covid, il y a des controverses, mince, on est complètement paumés maintenant. De pas considérer l'humanité, on est tous des humains, donc on a déjà ce commun, et dès qu'il y a quelqu'un qui a un désaccord, c'est choquant presque, parce qu'on est tous des humains, on devrait tous être d'accord, ou dans nos organisations, on devrait tous être d'accord. On est tous sur la même terre, c'est l'écologie va nous rassembler direct. On a la même terre, donc on n'a pas besoin, on a déjà ça en commun. Non, ça marche pas. En tant que... Il n'y a pas de monde commun au départ. C'est un peu douloureux comme manière de penser les choses. Enfin, mais on n'a pas vraiment besoin de penser à comment outiller la démocratie si on a déjà un commun, en fait. Pour penser outiller la démocratie, il faut se dire, alors, comment on va faire ?
dans notre approche, si on a plus cette sensation qu'on est vraiment, c'est incommensurable, qu'on n'a vraiment pas les mêmes manières d'habiter le monde, comment on va fabriquer ce commun ensemble et par quel outillage. Donc toute notre approche, c'est au contraire d'assumer que c'est un peu plus sain et fécond, finalement, pour la démocratie, de considérer qu'on n'a pas de monde commun à la base et qu'il doit se fabriquer et se composer. Une des manières de penser ça, pardon, je regarde l'heure en même temps. Une des manières de penser ça, c'est un outil sur lequel on peut s'appuyer. Je vais aller un petit peu plus vite, mais on pourra en reparler dans d'autres espaces à la pause ou par ailleurs. C'est par exemple de s'appuyer sur un planétarium, une idée de planétarium, pour essayer de réfléchir au fait qu'on ne vit pas tous dans le même monde, qui est quand même une idée un peu de bon sens, mais en vrai qui n'est pas si facile à absorber réellement. Donc mon père avait imaginé un planétarium fictif à la fin d'une de ses conférences, et on l'a pris, nous, comme un sujet d'enquête. Et donc depuis 2 ans, on enquête. On enquête au Rwanda, à Sevran et dans le Trièves sur qu'est-ce que chacun mettrait dans ce planétarium. Et c'est une manière, je voulais juste vous le partager, même si c'est un peu rapide, pour vous dire qu'on peut, l'outillage de la démocratie, on peut aussi utiliser là, ça devient maintenant une approche artistique presque, mais qui devient un outil d'enquête et de création dans des entreprises, dans des mairies, dans des universités, dans plein de lieux. Ça peut aussi être des outillages de réflexion en collectif. Mais je vous le partage aussi parce que ça éclaire un peu l'hypothèse de Ouatterrir, et on l'a un petit peu évoqué ce matin, j'ai l'impression que ça faisait en tout cas des résonances. La planète c'est un peu le trajet des modernes. Je vous la fais un peu à grands traits, pardon, donc on pourrait en discuter. Qui quitte la première planète archaïque. La planète archaïque ancienne, on ne sait pas très bien ce qu'elle est, parce qu'elle est toujours vue du point de vue des modernes comme quelque chose qu'on a voulu quitter pour être des modernes, pour aller dans la flèche du progrès et être moderne. En histoire des sciences, mon père et Frédéric Aïtouati le situaient plutôt dans les années, dans la révolution, au 16e, 17e, de révolution scientifique. Mais en fait, en vrai, on voit qu'on est quand même vachement imprégné encore, évidemment, si on dit c'est moderne, qu'est-ce que vous mettriez dans les modernes? Ça reste très, très actif. Je reste comme sur cette carte-là. Pour quitter cette planète moderne, la planète 3, c'est la planète globalisation, mondialisation, on l'évoquait ce matin, on la connaît pas mal. On est toujours dans cette flèche de progrès, mais plus. On est plutôt situé dans les années 60 de l'American Way of Life, everywhere. Tout le monde décolle, les pays sont en voie de développement, on est tout le temps dans ce truc du décollage, quoi. Et puis il y a cette flèche de progrès qui se heurte à cette 4e planète, qui là s'appelle Anthropocène. Donc ce moment des stratigraphes, des scientifiques qui commencent à nommer le fait que les humains deviennent une force aussi forte que les forces géologiques des volcans et transforment la Terre, et que la Terre réagit à nos actions. Donc le mot Anthropocène, tout le monde n'est pas forcément familier avec ce mot-là, mais ça, pour le moment, elle s'appelle comme ça, et donc c'est les COP21, c'est les limites planétaires, c'est les alertes diverses. À partir de là, il y a comme un petit problème qui devient incontournable, et donc cette flèche de progrès, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir tenir compte de cette planète Anthropocène? Et donc il y a un nouvel axe, et c'est ça que mon père appelait le nouveau régime climatique, qui est la situation dans laquelle on est, qui devient incontournable. Soit on peut aller hors sol vers la planète Exit, dont Elon Musk était un petit peu un exemple à l'époque, et il est en ce moment aussi très présent, d'aller hors sol et de pouvoir se constituer en dehors des réalités terrestres. La planète sécurité, identité, barricade, qui a une force d'attraction très forte là en ce moment, mais qui est dans cette manière de voir les choses, une planète quand même peu réaliste, dans le fait qu'elle ne tient pas compte des interdépendances et de la zone critique, et du fait que si on faisait des barricades, on pourrait stopper nos territoires, comme s'il n'y avait pas d'autres territoires, et s'enfermer dans un petit espace bien sécurisé qui n'a pas d'interaction avec le reste. Donc, et l'autre côté, cette planète terrestre, qu'est-ce qu'on met dans le terrestre? Enquête, pas à pas. Et l'idée, c'est pas de dire qu'il y a, malgré tout, il y avait un jugement de valeur, mais c'était pas là, c'est cette planète est la bonne et celle-là la mauvaise, au sens où l'idée, c'est quand même qu'on est tous traversés par ces forces d'attraction extrêmement fortes, qu'elles coexistent constamment et qu'on peut documenter pour nous-mêmes. On est déchirés des tas de choses qu'on pourrait faire, nous, et documenter dans chacune de ces planètes
des activités de nos organisations, par exemple, si on faisait ce test-là, qui serait dans Moderne, qu'on mettrait dans Globalisation, qu'on mettrait dans Anthropocène, qu'on mettrait dans Exit, qu'on mettrait dans Sécurité. C'est pas les bons et les gentils, c'est beaucoup plus complexe et déchirant que ça. Ce planétarium-là, on pourrait en rediscuter pour ceux que ça intéresse. C'est juste, par exemple, c'est un outillage pour nous, par exemple. C'est une manière de penser la démocratie différemment et de se dire qu'est-ce que serait la démocratie dans la planète terrestre et quels sont les types d'assemblées. Et là, il y a vraiment cette notion de remise en enquête qui devient cruciale et de voir aussi de ce dont on hérite dans les outillages démocratiques des autres planètes, peut-être. Mais de prendre la mesure aussi de à quel point c'est plus que des conflits, ça devient des manières d'habiter le monde. On ne partage pas le même monde. C'est à la fois douloureux et il faut en prendre la mesure. Juste exemple d'outillage qu'on utilise. Je vais passer un petit peu sur le projet ou atterrir de l'exemple que j'avais, mais peut-être m'arrêter là pour cette première partie. Mais pour nous, donc cet outillage de la démocratie-là, donc il passe par le développement d'une nouvelle culture, une nouvelle culture terrestre, et qu'est-ce qu'on met dedans, il faut vraiment documenter. J'ai essayé de vous donner quelques exemples de ça. C'est une nouvelle éducation du citoyen, et du coup, on parlait d'éducation ce matin, ça sert à rien pour nous de s'adresser aux citoyens comme s'il était équipé actuellement, parce qu'on ne l'est pas, enfin nous c'est notre constat, on ne sait pas décrire nos réels terrains de vie, et je me mets dedans, on ne sait pas décrire de quoi on dépend, nos attachements, ce à quoi on tient, ce qu'on est prêt à défendre, il nous faut clarifier, et pour moi ça faisait vraiment écho à ce qu'on disait ce matin, de clarifier les fins, quelles sont nos fins. Là il faut tout un travail vraiment là-dessus. Et cette expression, elle doit être équipée, donc ce que je disais, par les arts, pour nous, les arts, les sciences et l'échange de pratiques de savoir en collectif. Et là, on voit vraiment que dans les projets, que ce soit en entreprise, dans une université, à la mairie de Lyon, on a fait un projet d'accompagnement d'une assemblée extra-municipale au temps long. En fait, c'est extrêmement puissant d'hybrider ces outils. C'est la force de ça. Et donc, d'assumer, pour moi, c'était le rôle aussi de cette journée, de parler protocole et de ne plus parler d'expression spontanée, comme si les gens étaient équipés et on va faire la consultation et les gens viennent. Alors, outre que c'est de la consultation et que tout est déjà plié, évidemment, mais en plus, quand bien même ça ne le serait pas, sans médiation, ça va être quand même très, très compliqué. Et de protocole, de médiation ne veut pas dire porte-parole, veut dire en capacitation, jusqu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Et que du coup, cet enseignement, avant, il y avait l'enseignement moral et civique. On disait ça pour éduquer le citoyen. Là, l'idée, c'est voilà, on peut peut-être garder ces compétences démocratiques traditionnelles, mais il faut leur ajouter des compétences d'habitabilité, parce que ce n'est pas simplement une question d'exercer sa liberté, mais c'est aussi d'être capable de pratiquer des manières d'habiter ensemble, dans le respect à la fois de la démocratie, et ça ne va pas être simple, et d'institutions, qui doivent désormais prendre bien en compte bien plus que l'humain et d'autres types d'entités. Et il faut qu'on arrive à métaboliser tous ces nouveaux enjeux sans sacrifier nos libertés, quoi. Donc, voilà, le problème. Donc l'idée, pour voir si c'est possible, pour préparer un peu notre atelier d'enquête, ce serait de partager aussi avec vous quelques exercices qu'on peut faire, si ça va. Il nous reste 30 minutes. 35 minutes. Est-ce que... je vous remercie de m'avoir écouté de manière un peu ex cathedra comme ça pendant ce temps-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour essayer quelques petits exercices qui vont nous aider ensuite dans la deuxième partie? Ouais. Est-ce que vous pouvez... Donc, si on le fait bien, on va peut-être pas tout à fait avoir beaucoup de temps d'échange. C'est juste, voilà. Est-ce que vous pouvez vous mettre en binôme, 2 par 2? Exercice simple, mais qui correspond... C'est juste pour vous donner une petite transposition et en même temps, ça va être utile. Sur la compétence 1 et 2 de description et la difficulté de décrire. Vous allez choisir juste qui est 1 et qui est 2 dans votre... Enfin non, je vais vous dire la consigne puis vous choisirez qui. On ne va pas le faire dans les deux sens là. Vous allez décrire, essayer de décrire l'iris
la partie colorée de l'œil de la personne avec qui vous êtes. Donc si vous êtes un peu intimidé, vous pouvez vous redire les prénoms si vous avez un petit doute. Et donc, je vais vous donner un petit temps où vous allez regarder l'œil, l'iris de la personne. Normalement, on le fait dans les deux sens. Là, on va pas le faire on va le faire que dans un sens. Donc, il y a une personne qui décrit à voix haute, qui essaye de décrire à voix haute tout ce qu'il perçoit dans cet œil, dans la partie colorée. Si quelqu'un, et on le fait parfois, écoutait la description, on l'enregistrait, on la donnait à quelqu'un d'extérieur à Césure, là-bas, si la personne venait avec cette description et qu'elle regardait tous les gens de l'amphi, elle pourrait retrouver l'œil concerné. Donc, si vous dites juste c'est bleu ou c'est marron, ça ne va pas suffire. C'est le but aussi de décrire. On est dans l'aptitude des fondamentaux de description. Donc, en quelques minutes, vous vous entraînez à dire à voix haute cette description et l'autre personne est dans cette situation inconfortable que quelqu'un est en train de mener un peu l'enquête sur son œil et il écoute tranquillement la description qui est faite. Ça va, vous êtes prêts ? Quelques minutes, action, c'est parti. Ok, on suspend, on ne fait que suspendre. C'est assez court. Mais on peut faire cet exercice pendant 10 minutes. Si on le fait pendant 40 minutes, évidemment, vous sentez que ce sera différent. Là, on ne fait que suspendre l'exploration. Ouais. On n'a pas trop le temps de débriefer tous ensemble, mais dans les ateliers qu'on fait, on a plus de partage. C'est pour vous montrer un peu les pistes qu'on cherche. La différence, alors c'est dur parfois de décrire, je ne sais pas quels seraient vos... Parfois, il faut utiliser... on est un peu à court de mots. Et c'est là où tous les arts, la poésie, la littérature, ça met une petite piste, devient utile pour aussi élargir le vocabulaire de description. L'imaginaire dans ces projets-là n'est pas utilisé pour partir ailleurs, mais plutôt pour préciser en description. Si je dis c'est un vers comme l'huître de l'île d'Oléron le matin tôt, je n'en sais rien, j'ai une vision très claire de l'huître à ce moment-là. Donc la description, c'est pour chercher le spécifique et la précision, et le vocabulaire. On travaille le vocabulaire, vraiment. Et puis, vous sentez qu'il y a quand même une petite différence entre, je ne sais pas ce qu'il y a sur votre passeport, où on a encore le nom de marron, bleu, gris, je ne sais pas ce que vous avez. C'est une manière rapide, administrative, de définir votre œil. À la douane, si vous faites la description que vous venez d'entendre, ça ne va pas être pratique. Mais il y a évidemment un monde entre cet outil administratif de description et la richesse de la réalité de l'œil, de ce que vous avez. Et la merveille un peu, pour ceux qui ont pu voir quelque chose malgré les lumières, la merveille que c'est aussi. Donc l'enquête, c'est aussi la richesse du terrain, la richesse c'est pas juste, il faut partir en enquête, c'est chiant. C'est aussi plein de merveilles. C'est pour vous mettre un peu sur ce chemin-là. Puis que vous appreniez à vous connaître parce que vous allez rester ensemble pour les 2 petites prochaines missions qu'on va faire. Ouais. Donc peut-être vérifier le prénom, et je ne sais pas si vous avez un léger doute sur qui est la personne qui est là. Ouais. Maintenant que vous êtes équipés, on va dire, de ce tout petit outillage de description et de confiance relationnelle, je vous propose de faire un petit exercice. Et donc, pour que vous entendiez les consignes des autres, on va diviser en 3. Et les groupes vont faire 3 exercices différents. Comme ça, vous allez entendre aussi 3 types d'exercices qu'on pratique. Imaginons que si ça vous va, cette petite travée-là, vous allez faire un exercice de description qu'on appelle, nous, panoptique. Je vais vous donner la consigne. On peut dire que ce groupe-là, vous allez faire un exercice qu'on appelle oligoptique et je vais vous donner la consigne. Et est-ce que ça va dans ce travée-là si vous faites un exercice qu'on appelle le portrait territorial? Et en entendant comme ça les 3 consignes, vous allez avoir à peu près le même timing. Imaginons, donc là on est toujours sur aptitude à l'enquête. Normalement on fait des choses corporelles un peu, etc. Mais pour commencer à enquêter en même temps des fondamentaux de description. Toujours en binôme, tout ensemble. Est-ce que vous pouvez, de là où vous êtes, parce que vous allez avoir du mal à peut-être bouger, mais vous pouvez peut-être changer d'angle, vous allez choisir un angle de tranche de réalité et vous allez décrire pendant le temps, quand je vais dire le mot top, vous avez besoin d'un papier, vous avez tous besoin d'un papier et un crayon, oui, pardon. Mais le jeu, c'est que vous vous mettez côte à côte le plus proche possible et vous vous mettez juste d'accord sur la tranche de réalité extérieure de jusqu'où ça va, quoi. Dans le temps que je vais donner, vous allez essayer de faire la liste
la liste en mode comme liste de courses de tout ce qui compose pour vous, de qu'est-ce que vous voyez dans cette tranche de réalité-là. D'accord ? Vous ne commencez pas tout de suite puisque je vais donner la consigne et on commence tous en même temps, ça va ? Est-ce que ce groupe-là, pour expérimenter un autre type d'exercice, normalement on fait cette étape-là, puis celle-là, donc juste, mais vous êtes à 2, est-ce que vous pouvez choisir un élément de notre habitat là, qui nous accueille ici, peu importe, ça peut être le projecteur là, ça peut être un objet, je sais pas, le stylo, mais un truc vraiment précis, c'est pas le stylo en général, c'est ce stylo-là, ou cette veste, ou vous choisissez un élément de cet habitat, et ensemble, à 2, vous collaborez pour essayer de l'ouvrir et de voir de quoi dépend la présence de cet élément à cet endroit-là. Ces matériaux, de quoi elle a été constituée, qui a décidé qu'elle soit là. Alors là, j'ai toute une liste normalement de questions pour vous aider à ouvrir toutes les possibilités. Ce qu'on cherche à décrire, c'est une liste de tous les acteurs dont ça dépend. On dirait dans ces philosophies-là des actants, des choses qui jouent un rôle. Si vous dites des matériaux, est-ce que vous pouvez, j'essaie de gagner un peu de temps, si vous dites c'est le bois, donc ça vient d'un arbre, si c'est cette chaise-là, est-ce que c'est le transporteur, c'est quel type d'acteur dans cette chaîne d'interdépendance que vous pouvez décrire ? Et vous essayez de trouver des acteurs les plus différents possibles. Vous faites une petite liste en collaboration. Ça va ? Et là, et je vous donnerai le top pour qu'on commence tous ensemble. Et donc, on pourrait le faire en successif aussi, à 2. Peut-être que là, on a le temps que de le faire dans un sens. Donc, on va dire qu'il y en a un peu comme l'Iris tout à l'heure. Portrait territorial. Vous essayez, la personne qui s'était fait observer l'œil, pardon, c'est un peu... elle va décrire tout ce qu'elle porte sur elle. Elle va essayer de décrire un peu comme une sorte de scanner, un peu, d'où ça vient, à quel endroit vous avez acheté, par exemple, ce que vous avez, ou comment c'est arrivé sur vous. Pour cette notion qu'on se balade tout le temps avec notre terrain de vie. En fait, on a un énorme terrain de vie sur nous. Donc, le t-shirt, les lunettes, le bonnet, les chaussures, vous essayez de faire un petit scan comme ça. Et l'autre personne, sa mission, et pardon, vous n'êtes pas trop préparé à ça, mais on va un peu vite, vous essayez pareil de faire la liste. Dès qu'il y a un acteur qui est convoqué, vous essayez de le mettre. On oublie, vous ne mettez pas pull, pantalon, mais par exemple, j'ai acheté ça à Étam, à Lyon, dans je ne sais pas quoi, ou dans le Trièvre, à Mince, à la friperie de je ne sais pas quoi. Alors, c'est la friperie à Mince qui apparaît. Et donc, ça va faire apparaître comme une sorte de portrait de manière d'habiter, un petit peu. D'accord ? Et ensuite, vous le lirez à l'autre. Quand je vous dirai, ok, ça va ? Ok, vous êtes prêts à commencer ? Attention, action, c'est parti. Alors, est-ce que ça va ? Donc, évidemment, on suspend un petit peu l'enquête. Ouais, peut-être. Donc, peut-être juste ce petit groupe-là. Donc, la consigne, c'était ensuite d'être côte à côte, de décrire la tranche de réalité dans laquelle on est, et puis ensuite de lire la liste à l'autre. Bon, c'était ça la consigne, juste pour au cas où vous aviez. Est-ce qu'il y a un petit groupe, juste un binôme qui a envie de partager un petit feedback ou... On avait beaucoup de choses en commun, mais on avait aussi beaucoup de choses que l'une avait vues et pas l'autre, comme le tapis, la carafe ou les chaises qui sont derrière, ou des choses... on n'avait pas les mêmes... Enfin, on a la moitié des choses pareilles et puis la moitié où on avait chacune des trucs très différents. Enfin, pas regarder les mêmes choses. Super. On peut déplier ensuite ça, ce fait qu'on est à la fois, on a l'impression d'être très proche. Donc c'est souvent une surprise assez intense de découvrir à quel point on ne prête pas attention aux mêmes choses, on ne va pas décrire de la même manière. Et donc on peut faire tout un travail aussi de comment chacun décrit différemment et comment il y a un enrichissement évidemment aux descriptions les unes les autres. Et que l'attention, c'est quelque chose de limité. Et donc à quoi on prête attention devient crucial. Et la capacité à attirer l'attention sur des choses auxquelles on tient vitale et de tirer l'attention d'autres personnes dessus devient absolument centrale. Donc ces capacités d'attention deviennent après des équipements en soi. Super, merci beaucoup. Est-ce que dans le groupe des oligoptiques, il y a juste un petit binôme qui veut partager un peu ça ouais.
Je ne sais pas si on est parti dans le bon sens, mais on est parti sur la table rouge, Celle-là, ouais. oui, qui était un peu centrale pour le coup. Mmh. Et on a séparé le séquençage entre tout ce qui a été sa conception, sa fabrication, sa livraison, son transport, sa vente, puis son arrivée ici dans les bureaux. Et donc, dans chaque catégorie, il y avait des acteurs, c'est ça? Oui, il y a des acteurs et puis des actions. Mmh. Donc on a eu tout ce qui a été le dessin, la conception, le prototype, Ouais. avec les acteurs, tout ce qui a été sa financiarisation. Tu peux les citer juste un tout petit peu pour qu'on les... Alors on a mis le dessinateur, pour le coup l'architecte, celui qui a fait le prototype, donc ça va être en recherche et développement principalement. Ensuite il y a eu tous ceux qui ont coupé le bois et les outils dont ils ont eu besoin. On a eu un grand débat pour savoir si ça avait été coupé à la hache, à la tronçonneuse, Et donc c'est là à la où machette. c'est là où on peut commencer à spéculer. Mais là, la force de l'enquête est de partir de descriptions très très situées. Alors, je dis ça parce que tout à l'heure on va et de très concret, c'est qu'on peut mener l'enquête. C'est de fait cette table-là, tu pourrais remonter, savoir comment elle est arrivée là. Tu vas peut-être galérer un peu, mais tu peux remonter à l'entreprise elle-même et donc ressourcer à quel endroit et est-ce que finalement c'était hache ou tronçonneuse. Si tu y mettais du temps et de l'énergie et que c'était un concernement vital, tu pourrais suivre cette piste. Dans la série qu'on pourrait vérifier maintenant, on ne savait pas si c'était des vis en métal ou des embouts en plastique ou un emboîtement japonais qui la faisait tenir debout. Déplacer et d'aller voir sur le terrain Trigoré. Super. Pour le coup. Et puis il y a eu donc tout sur le mouvement. Est-ce qu'elle venait du bout du monde? Est-ce que c'était transporté par bateau, par avion? Est-ce qu'elle est transportée à plat? Est-ce qu'elle a été transportée montée? Comment elle a été emballée? Comment elle a été protégée? Donc là, on a toute la chaîne en fait de transport et d'infrastructure. Donc si tu prends ça et qu'on commence si on le dessinait, par exemple, on prenait la chaise, on commençait à dessiner tous ces acteurs qui sont concernés par, il deviendrait, ce mot que j'aime beaucoup en ce moment, un peu étrange, il deviendrait chevelu. Ça commencerait à faire des arborescences. Et du coup, ça commence à faire du monde. C'est-à-dire que si tu devais faire une assemblée et assembler ces personnes parce qu'elles sont réunies par un concernement là dont elles dépendent elles-mêmes de cette table-là, ça commencerait à faire du monde. Ça commence à se peupler, on dit. Et du coup, ces chaînes de qui est concerné, on ne va pas le préjuger. On va enquêter pour savoir qui apparaît dans ces descriptions. C'est la grosse différence avec... Il y a un sujet, on préjuge en gros que ça concerne tel et tel et tel, et on va le faire venir dans notre organisation parce qu'on considère qu'ils sont concernés. Eux, ils ne sont peut-être pas du tout concernés. Mais... Ouais. C'est différent de mener l'enquête, d'autodécrire les interdépendances et de voir plein d'êtres apparaître et ensuite de les assembler autour d'un concernement commun. Vous sentez? C'est-à-dire que ça va faire apparaître des tas de gens qu'on n'avait pas pensé. Par exemple, quelqu'un ce matin a posé la question, je ne sais pas s'il est encore là, sur le fait qu'il était consultant. C'était vous, je crois, qui disait « mais je suis consultant, dans la démocratie, dans mon entreprise, enfin dans l'entreprise, on n'est jamais pris en compte ». Par exemple, on a fait un projet où atterrir à l'UPEC, et il y avait vraiment cette histoire de partenaires, de gens qui n'étaient jamais pris en compte, alors qu'en fait, ils avaient énormément de relations et d'interdépendance avec l'université, et là, par exemple, dans l'entreprise. S'il y avait une enquête en autodescription et d'interdépendance, vous seriez apparu. Et si vous êtes apparu, vous êtes dans une assemblée de collectifs concernés par un certain nombre de choses, dans les interdépendances. Et là, ça devient le collectif intéressant à mobiliser pour un problème qui aurait un lien avec, par exemple, en tant que consultant, sur lequel vous auriez été amené à... Vous voyez un peu le process qui commence à être différent sur la manière de composer les assemblées et de ne pas préjuger de qui est concerné et pas qui n'est pas concerné à l'avance. Ça génère beaucoup de choses différentes. Et vous sentez aussi que dans les entités que vous avez décrites, alors là on ne prend pas le temps de les écouter toutes, mais il y a des non-humains forcément, il y a plein d'autres êtres que ceux à quoi on est un peu habitué à mettre dans les assemblées. Les non-humains, c'est pas de la naïveté, ils ne parlent pas l'arbre il arrive et je représente l'arbre et ça y est je vais parler comme l'arbre qui est là. On peut faire ces expériences-là, dans le monde du théâtre on en fait, ça crée de l'empathie, ça crée plein de choses, mais là je ne parle pas de ça. Les non-humains ont des porte-paroles. Les scientifiques parlent pour des non-humains, font parler des non-humains. On n'est pas dans un truc... voilà, c'est juste pour clarifier aussi les porte-paroles possibles. Et est-ce que ce petit groupe-là, je ne sais pas s'il y a un des duos sur le portrait territorial qui veut peut-être prendre la parole sur son expérience ou pas? Nous, on a fait juste une petite liste des vêtements, de où ils ont été achetés et dans quelle entreprise. Donc on s'est baladé de l'Ardèche jusqu'à Beauvais.
Et donc ça compose, moi j'adore ces petits bouquets, les écouter si on avait le temps, si vous les écoutiez, c'est tellement spécifique. C'est-à-dire qu'on a l'impression, évidemment que, je sais pas, on pourrait avoir vraiment des similitudes aussi, parce qu'il y a dans une certaine homogénéisation des grands magasins, des trucs, mais où, quand, à quel endroit, par qui, en fait ça compose des terrains de vie. Et donc on passe pas mal d'exercices à décrire les terrains de vie qui sont en fait, qui fait la spécificité de la personne, c'est le nœud à l'intérieur de ces interdépendances. Donc c'est une autre manière, c'est pas un individu qui serait comme ça dans un environnement tout autour et déconnecté. Ce sont des, je sais pas comment parler, des arborescences en fait. C'est la manière dont c'est connecté là tous ces acteurs ensemble qui font la spécificité et la singularité. C'est une autre manière de voir les personnes. Bon, et de ne pas opposer individu, collectif, etc. On retombe toujours un peu là-dessus. Voilà, c'était juste pour faire une petite expérience, par exemple, voilà, de petits exercices. Tout à l'heure, on va essayer d'expérimenter dans ce contexte une enquête sur outiller, de quoi dépend le fait d'outiller la démocratie dans vos organisations. Et l'idée, c'est de se remobiliser un tout petit peu les capacités de description. Donc vous sentez d'écrire, c'est pas juste je dis 2 mots, quoi. C'est tout un job de trouver de déplier, de décrire, puis de mener de quoi ça dépend. Il y a quel type d'acteur, quel type d'actant qui arrive. C'est un muscle. Pour moi, c'est vraiment comme un dojo, un art martial presque. Est-ce que c'est un art martial de la démocratie? Je sais pas. Qu'est-ce que seraient les dojos de la démocratie? Bon, je sais pas, mais bon, voilà. C'était juste pour vous partager un petit peu nos approches. On a 10 minutes pour juste échanger un petit peu, mais évidemment, on peut discuter dans d'autres cadres si vous le souhaitez, pour approfondir un peu. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses? Oui, moi je voulais évoquer des enquêtes auxquelles que j'ai pas contribué, mais que j'ai pu documenter lors d'une recherche récente, des enquêtes syndicales. Mais ça parle, il y a beaucoup d'écho dans ce que vous avez raconté. C'est-à-dire c'est des militants syndicaux qui, plutôt que d'aller vers les salariés en leur expliquant voilà ce que la CGT pense, voilà les tracts et rejoignez-nous dans nos revendications, ils vont enquêter auprès des salariés pour savoir qu'est-ce qui est important pour eux dans leur travail, donc à quoi ils sont attachés dans leur travail et en quoi l'organisation de leur travail ne leur permet pas de satisfaire ces attachements, en quoi le travail est organisé de façon qu'ils ne peuvent pas faire du bon travail, ils ne sont pas fiers de ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à bien travailler, ils sont empêchés, comme dit le psychologue Yves Clos. Et ce que ça produit, effectivement, ça produit d'abord de la construction de communs, parce que les gens n'ont pas le même point de vue, hein, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire chacun voit la réalité, chacun voit son travail d'une façon différente, mais quand on discute ensemble de la façon dont on voit sa réalité de travail, ça crée du commun, les gens commencent à échanger vraiment là-dessus. Et puis ça crée, alors surtout le but pour les syndicalistes, c'est de créer de la mobilisation, c'est de créer de l'action collective. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens sont capables, à partir du moment où ils ont pu échanger sur ce qu'ils faisaient ensemble ou ce qu'ils n'arrivaient pas à faire ensemble, ça leur donne des idées de revendications et voire même d'actions qu'ils peuvent mettre en place. Et donc voilà, ça reconstruit du collectif, ça reconstruit du pouvoir d'agir. Donc c'est des formes de démocratisation, on appelle ça démocratisation du travail, nous dans notre manifeste pour la démocratie du travail, mais c'est des formes qui partent vraiment d'enquêtes très précises sur la façon dont on travaille. Donc je vois vraiment des résonances avec votre méthodologie. Mais effectivement, on est aussi appuyé sur la philosophie pragmatique américaine. Bonjour, moi j'ai trouvé ça aussi super intéressant. J'ai bien aimé votre métaphore de l'objet avec des cheveux. Alors quand on était dit, appelons ça un objet, il y a plein de cheveux. Si on étudie 4 objets, il y a 4 chevelures. L'intelligence artificielle peut aider à utiliser plein d'objets avec plein de cheveux. Est-ce que ça rentre dans votre raisonnement ? Ouais, c'est une grosse question. Mon père a été très fasciné à un moment par l'arrivée d'Internet, pour cette raison, parce que les théories qu'ils avaient développées, qui s'appellent aussi la théorie de l'acteur réseau, ils avaient pas mal de mal à la partager, ça suscitait des résistances, etc. Et quand est arrivé Internet, il s'est dit, mais c'est génial, les gens vont avoir cette expérience quelque part des arborescences et ça va rendre les choses plus simples par rapport à ça. Et évidemment, pas du tout, parce qu'il a créé le Media Lab pour essayer de trouver un outillage dans le numérique
de manière plus citoyenne. Et en fait, il en est complètement revenu au bout d'un moment à dire c'est des usines à gaz. Enfin, pas du Media Lab, je ne dis pas de mal du Media Lab, mais c'est juste de cette transposition par le numérique, de ce que peut faire le numérique, quoi. Et nous, dans nos projets, on est dans les arts vivants, on voit que ça ne génère pas du tout les mêmes choses, évidemment, d'être dans le travail corporel, de se situer physiquement, de s'adresser. On va faire un exercice tout à l'heure d'adresse, etc. Et donc, la place du numérique, moi, je m'interroge beaucoup. Et je ne sais pas, pour le moment, l'arrivée de l'IA, elle nous dézingue tous nos financements. Elle est clairement un ennemi pour nous actuel. Mais c'est une vision très simpliste. Et là, j'aurais envie de décrire, d'en mener l'enquête. On a une citoyenne enquêtrice dont le concernement est vraiment le numérique. Maintenant, elle a une mine chez elle d'extraction. Et bon, c'est une vraie question, quoi. Il faut enquêter. Enfin, il faut trier là-dedans. C'est pas tout est mal ou pas. C'est sûr qu'on est dans une telle complexité d'interdépendance que si c'est un outil pour nous orienter un tout petit peu dans ces connexions, pourquoi pas. Mais pour le moment, je vois plutôt tous les effets délétères de ça, mais je n'ai pas une réponse. Moi, je trouve effectivement que ce qu'on peut convoquer à travers une discussion, ça n'a rien à voir. Vous avez convoqué une huître du bassin d'Arcachon, peut-être. Je ne sais plus si elle était du bassin d'Arcachon. Voilà, moi je l'ai tout de suite mise au bassin d'Arcachon. Mais voilà, et ces objets-là, ils nous sont communs parce qu'à un moment donné, on en a parlé et ils nous parlent, alors que si on convoque l'intelligence artificielle ou même des protocoles de RSE où on va chercher la liste des achats, etc., on arrive à des trucs très abstraits et très loin de nos réalités humaines. Nous, en parlant du tapis là, qui était devant nous, on a parlé de brebis, on a parlé d'Afghans ou non d'Iraniens, on a parlé de maladies parce qu'il y avait de la teinture et donc on a convoqué un brevet américain, etc. Et ça, c'est beaucoup plus poétique, c'est beaucoup plus vivant qu'un descriptif technique que nous fournirait une IA ou un... En tout cas, c'est très lié à se situer. Et je reviens à ce qui nous émeut et nous met en action. Donc, on peut avoir une description qui est donnée par que ce soit l'IA ou un expert, c'est pareil. En fait, c'est extérieur, disons, à notre expérience. On ne va pas en faire grand-chose. On va nous raconter ça et qu'est-ce qu'on en fait. C'est pas ça qui va nous mettre en moteur ou en puissance d'action. Ça, pour le coup, on voit vraiment dans les projets la différence immense entre ça. Ouais. Une remarque et une question. Ma remarque, c'est, je reviens sur l'image que vous avez utilisée du cheveu. Parce qu'en fait, moi, ça ne m'a pas parlé. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais alors, je me suis posé une question. Parce que je ne sais pas, à l'intérieur de notre crâne, comment c'est. Mais pour moi, les cheveux, ils sont indépendants les uns des autres, en fait. Parce que oui, quand j'ai un cheveu qui tombe, notamment mes cheveux blancs, j'aime bien quand ils tombent, mes cheveux blancs, je ne vois pas quel est l'impact de cette chute de cheveux blancs sur le reste de ma chevelure. Donc en fait, voilà, bon, une première remarque très légère sur... je ne me suis pas retrouvée dans ce que vous avez décrit avec cette image du cheveu qui, pour moi, qui sont indépendants. Non. Et après, je voulais revenir sur un sujet que vous avez évoqué et qui revient à la partie du vocabulaire, en fait, quand vous nous aviez demandé de décrire... et d'utiliser un peu nos imaginaires, chacun, en fait, en se disant c'est un vers, le vers qui me rappelle, je ne sais pas, le jardin décrit dans le livre de Rimbaud, quoi, bref. Je me suis dit, en fait, qu'on n'avait pas tous le même vocabulaire, on n'a pas accès aussi à toutes ces références, notamment artistiques, culturelles, etc. Et donc, dans ce type d'échange, comment, en fait, on gère aussi cette diversité. Voilà. Oui. Non, c'était pas pour utiliser l'imaginaire, parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser l'imaginaire, c'était plus pour dire s'il y a des gens qui se sont sentis obligés, au bout d'un moment, tellement ils étaient à court de mots, d'utiliser une image ou une métaphore, que c'était logique d'utiliser une métaphore, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus quoi dire, et donc on utilise une expérience autre qu'on a pour pouvoir décrire. C'était plutôt dans ce sens-là. Et après, sur les références, vous voulez dire quand on fait des exercices en binôme et que quelqu'un dirait quelque chose
à quel l'autre n'a pas accès. Rien que cette expérience, je ne sais pas, d'une huître à l'île d'Oléron, parce que j'avais entendu quelqu'un dire ça, tout le monde l'a pas. Donc, et après, il y a il n'y a pas de raison d'aller sur je ressens ce que je ressens en disant le poème de Rimbaud. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de décrire s'il dit. Enfin, donc ça se pose pas tellement en fait comme situation. C'est ça que je veux dire. Très concrètement, je sais pas comment dire, de décrire. Là, c'est vraiment de décrire très concrètement l'œil. Et après, sur le côté chevelu, j'ai dit ça un peu parce que c'était le mot du moment, mais je comprends que ce soit pas très parlant. On peut utiliser simplement juste comme une plante avec ses ramifications, les rhizomes, ou c'est juste de ne pas considérer quelque chose ex nihilo qui sortirait de terre comme ça, plouch. C'est juste différent que de le considérer dans toutes ses ramifications de dépendance et d'interdépendance. C'est plutôt donc je dis l'objet chevelu, c'est juste que ça devient puis c'est moins angoissant de dire chevelu parce que c'est un peu rigolo pour le moment, mais et puis de toute façon vos cheveux en vrai sont extrêmement interdépendants. Ils sont pas tout seuls, ils sont interdépendants avec des tas de trucs qui font, qui poussent, qui machin. Si on décrivait, on essaierait. Après, le gros enjeu c'est les cartographies de ça. On est extrêmement démunis on n'est pas du tout habitué à représenter ce type de territoire-là. Si on doit décrire dans vos organisations les interdépendances, etc. Comment on le représente? On n'a pas la représentation de ça. Ça c'est extrêmement lié à des recherches de nouvelles cartes. Dans le projet pilote, il y a des architectes urbanistes, Soraya Ajmir Baba et Alexandra Rennes, qui travaillent sur des nouvelles cartes pour désinvisibiliser un certain nombre d'interdépendances que les cartes IGN ne montrent pas. C'est un casse-tête, hein, vraiment. Mais là, c'est un chantier collectif. Il faut absolument produire des manières de se représenter les choses avec les superpositions de territoires, avec les interdépendances enchevêtrées. Et on n'a pas cette vision-là. Et on a du mal à la supporter même. Enfin, c'est pas facile. Donc là, il faut faire feu de tout bois. Alors moi, j'aurais deux remarques. D'abord, les cheveux, ça ne me parle pas trop, mais pas pour les mêmes raisons que ma voisine. L'autre, pour répondre à la question sur l'IA ou à quelque chose que vous n'avez pas dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il me semble que dans les exercices qu'on a fait, pour la démocratie, un des enjeux, c'est de faire ces décalages, vous nous proposez des décalages ou ces choses, collectivement. C'est pas d'aller chercher la vérité, enfin, il me semble, hein, pour faire fonctionner les démocraties, c'est pas d'aller chercher l'exhaustivité de l'ensemble des acteurs qui auraient pu être là. C'est ensemble de se rendre compte, mais ensemble. C'est pour ça que l'IA peut pas répondre à la question, puisque on est, mais c'est de se rendre compte et se dire ensemble que finalement la table qu'on voit là, elle a des ramifications plus grandes. Mais c'est cet ensemble-là d'humain à humain qui est important dans un collectif démocratique, dès lors qu'on admet que la démocratie, c'est des humains qui décident. Ok, on peut convoquer les autres êtres vivants, mais c'est un débat qui est différent. Donc je crois que c'est pas tant l'exhaustivité de la cartographie qu'on va faire que de le faire de l'avoir élargi le champ ensemble, il me semble. Et c'est pour ça que l'IA, dans ce cas-là, elle peut être un frein parce qu'elle prendrait la parole à la place d'autres, sauf si on la conçoit comme laissant la parole, quoi. Oui. Le truc auquel on résiste et qui est difficile dans les ateliers de tenir comme un muscle, c'est de résister à faire du commun trop vite. Et ça, c'est un sport comme de la planche à voile. C'est-à-dire de résister à cette tentation auquel on a été éduqué, hein, aussi, à généraliser constamment pour intéresser le commun et faire que ça va intéresser tout le monde. Et de faire le contraire. De dire, est-ce que tu peux décrire spécifiquement l'expérience très concrète? Est-ce que tu peux... Oui, non, je ne vais pas en contradiction avec ce que vous dites. Hein. C'est juste pour... ça me fait une résonance de précision. Et après, c'est très collectif, effectivement. Après, cet ensemble-là, ce n'est pas l'exhaustivité qu'on cherche, mais par contre, si on est concerné par ce problème de la table très concret et qu'on veut le résoudre, quel est le collectif assemblé et décrit qui n'est pas celui auquel qu'on avait en tête? Il y a plein d'effets, finalement, qu'on n'avait pas du tout en tête. Et qu'il va falloir mobiliser. Et ça va coûter. Il y a aussi ce truc tout le temps de ça coûte à chaque fois qu'on doit tenir compte d'un nouvel être. C'est pas si facile que ça de l'intégrer parce qu'on est toujours... On aimerait être plus bien pensant, à se dire oui, il faut être inclusif, il faut que tout le monde, mais chaque fois, et c'est exigeant, il faut le faire, mais chaque fois, ça reconfigure tout ce dont on doit tenir compte. À chaque fois. Donc c'est du boulot, quoi. Et donc il faut aussi être assez mobile, ça joue à plein d'aspects, quoi. Je pense que c'est l'heure. Oui. Merci infiniment. À tout à l'heure.